Mountain Freedom. Des vidéos de montagne, mais pas seulement. C'est une série pour parler des gens qui pratiquent la montagne. Lorsque j'échange autour de moi, beaucoup de personnes me disent rêver d'une course ou d'un sommet. Ils aimeraient tester l'alpinisme ou la cascade de glace. Ces envies sont comme des rêves inatteignables. Je leur demande souvent « Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment ? Passe à l'action !» Dans cette série, je t'emmène dans mon quotidien de guide de montagne pour te partager des aventures extraordinaires avec des cordées ordinaires. Ils ont osé, se sont préparés et vivent des aventures hors du temps. Dans ce nouvel épisode de Mountain Freedom, nous partons pour une aventure sauvage. Notre objectif ? Approcher au plus près les animaux de la montagne, observer la biodiversité et la richesse de nos montagnes, mais aussi réaliser un bivouac dans des conditions hivernales. Pour réaliser tout ça, nous serons accompagnés de Mathieu, accompagnateur en moyenne montagne. Mathieu est un expert du bivouac hivernal et un fin connaisseur de toute la biodiversité et tous les animaux que l'on peut trouver dans cette montagne. Nous serons aussi accompagnés de Gabriel et Malo, deux adolescents vivant au pays du Mont-Blanc, tous les deux passionnés par les sports de montagne en général. Ils sont très intéressés pour connaître un peu plus ce qui les entoure et surtout vivre l'expérience de ce bivouac en pleine nature. Eh ben, on va chausser la raquette, les gars. Maintenant qu'on a passé les zones un peu mixtes, terre et forêt. On va chausser. Là, on va être tout dans la neige jusqu'en haut. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi on met des raquettes déjà ? Parce que ça a quand même une utilité. On les met pas juste pour faire joli. Ouais. Déjà pour éviter de glisser sur la glace et la neige. C'est ça, parce que si on regarde sous la raquette, on a des crampons, sous toutes les raquettes. On a les pointes et la griffe. On va économiser un peu d'énergie quand on va s'enfoncer. Là, en plus, il fait chaud, donc la neige, elle est molle. Dès qu'on va sortir des traces, on va quand même s'enfoncer un peu plus. Et il y a une dernière chose qui nous concernera plus pour cette nuit, c'est que si vous avez trop froid aux pieds, vous gardez les raquettes aux pieds, ça vous isole du sol. Perfect. Let's go. On est parti. C'est tout bon. Allez. Je suis accompagnateur en montagne toute l'année. Donc j'accompagne soit sur des bivouacs comme ça, en mode aventure un peu hivernale, et l'été plutôt en trek. Je pars sur des treks ici, autour du Mont-Blanc et ailleurs, autour du Tabor, enfin plein d'aventures en refuge ou en bivouac. Ce qui me plaît vraiment dans ce qu'on fait, notamment comme un week-end comme ça, c'est de faire découvrir ce côté-là aux personnes qui d'habitude randonnent, mais de façon peut-être moins attentive à ce qui les entoure. Et vraiment souvent après soit une expérience comme celle-ci ou un séjour, les gens ont un œil différent en tout cas sur la nature et la montagne qui les entoure. Pourtant ils y venaient déjà avant et se permettent de pratiquer un petit peu différemment. Salut, moi c'est Malo, j'ai 17 ans. Faire des super traces, faire du bon freeride entre les sapins, vraiment en bouffer le plus possible. Ce que j'adore dans la vie, c'est les sports de glisse et la création et le montage vidéo. Ce que j'adore aussi, c'est faire du bivouac l'été. Et quand David m'a proposé d'en faire aussi l'hiver, que ce soit pour apprendre de nouvelles techniques pour le bivouac ou apprendre de nouvelles techniques pour observer la nature qui m'entoure, j'ai tout de suite accepté. Salut, moi c'est Gabriel, j'ai 15 ans. Je fais aussi du ski, beaucoup de sports de glisse. Ski, snow, trottinette freestyle.
L'été aussi, je pratique beaucoup de sports en montagne, comme la randonnée, le trail. Quand mon père m'a proposé de faire une expérience comme ça, j'ai directement accepté parce que ça me faisait extrêmement de plaisir de partager ça avec lui. Vraiment, c'était très très intéressant. Il y a des choses que je savais pas sur les traces. Je savais pas comment on savait le poids de l'animal, la taille de l'animal, juste avec le tronc et l'écartement des traces de pas. Là, ce qu'on va regarder, ça va être toutes les empreintes qu'on peut trouver dans le sol. C'est la preuve de présence de la faune. Et essayer d'analyser le comportement, s'il courait, s'il était au pas, quel animal est passé, quand, de quelle façon, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les traces d'animaux qu'on peut voir pendant l'hiver, c'est que c'est des animaux qui sont faits comme nous, dans le sens où ils arrivent à gérer la température de leur corps, à réguler leur température. Nous, on est tout le temps à la même température. Eux aussi, parce que tous les autres animaux qui peuvent pas le faire, soit ils hibernent, soit ils migrent, soit ils restent un peu en léthargie, comme tous les animaux à sang froid, les serpents, les grenouilles, etc. Et le deuxième point, c'est qu'ils trouvent de la nourriture. C'est pareil, sinon ils ne seraient pas là. Donc nourriture et température de leur corps. Définir l'animal en lui-même qui est passé, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Avant, on peut déjà définir plein d'autres choses. Vraiment son allure, s'il était tout seul, à deux, où il est passé, dans quel sens. Là, ici, on voit bien les 4. 1, 2, 3, 4. Là, pareil, les 4, les 4, les 4, les 4. Donc on peut les regrouper par 4. Ça nous définit déjà l'allure de l'animal. S'il est au pas, un animal qui va marcher, on verra qu'une patte par une patte. Vraiment tout à la suite, on ne peut pas les regrouper du tout. S'il trotte, ça fait 2, 2, 2, on dit à chaque fois, ça fait 2, 2, 2. S'il galope, on retrouve les 4 pattes qui trottent. Par là, on peut toutes les regrouper par 4, là, même celle qui arrive de là-haut. Soit l'animal, on a dit, il est au galop, soit il saute. Tous les animaux qui se déplacent que en sautant, on dit qu'ils ont une différence de morphologie, un dimorphisme entre les pattes avant et les pattes arrière. Grosses pattes arrière parce que c'est leur mode de déplacement majoritaire, ils savent que sauter, donc ils ont des gros muscles sur les pattes arrière et des toutes petites pattes avant. Et vu la taille de l'animal, là ici ce serait vraiment du lièvre. Et donc petite question, ça c'est ses pattes arrière, ça c'est ses pattes avant. Est-ce que vous pouvez dire dans quel sens cet animal se déplaçait? Moi je dirais dans ce sens-là. Tout le monde est d'accord? Yes. Il allait vers ici parce qu'il saute et il passe ses pattes avant entre ses jambes. Donc tu vois, quand il saute, il bondit, tac. Et du coup, ses jambes, elles repassent devant ses pattes avant. Et le deuxième point, c'est qu'il trouve de la nourriture. Excellent. Attends, parce que là, je sais pas qui a mangé ça. Parce qu'on voit les dents un peu contre le... Tu vois les dents là qui ont rogné un peu. Ça a été rogné un peu par du lièvre et ça a été... Les bouts des branches aussi, elles ont été mangées, mais alors du coup plus par soit du chamois ou autre chose, mais en tout cas un herbivore, parce que là il a arraché la branche. On voit que ça finit en fil un peu, le bout de la branche. Que le lièvre, lui, ses dents, elles coupent net. Donc là, on va vraiment considérer des chamois parce qu'on est sur leur terrain et on a vu les empreintes, on les a vus passer. Au niveau nourriture, eux, ils vont venir manger les bouts de branche. Là, on voit bien que là, c'est effiloché partout. L'arbre, là, il est partout effiloché. Là, sur les branches qui sont hautes. Et leur principal attrait, là, sur ces petits arbres, c'est les bourgeons. Les bourgeons de l'arbre. Donc sur les feuillus, comme ça, c'est le seul endroit, pendant l'hiver, où on peut trouver encore des feuilles vertes. Et à l'intérieur du bourgeon, on retrouve les feuilles vertes qui vont pousser ce printemps. Et donc ça, c'est nutritivement parlant, c'est hyper intéressant pour eux. Et après, le rognage des branches, je dirais plutôt le lièvre. Et là, on a la preuve vivante que c'est du lièvre. Je peux prendre sa crotte parce que c'est un peu différent des crottes d'autres choses. Vous savez que le lièvre, il remange ses crottes. Du coup, la deuxième crotte, c'est une crotte où il n'y a plus rien dedans au niveau nutriments pour lui. Et donc, c'est que du copeau de bois. Si on regarde, si on les frite et qu'on y sèche, c'est vraiment des copeaux tout secs. Cet après-midi, on va sortir un peu les bras parce que ce matin on a travaillé les jambes. Là-bas on a mis la sonde, on a cherché un peu l'endroit où il y a le plus de neige. Il y a 1,50 m de neige.
Donc programme, c'est sortir les bras, les pelles et pelleter. Tout l'après-midi. Là aussi, Je vais dire, on fait la là on fait ce qu'il y a. On peut démarrer comme ça là. Et on va vers le. Comme ça, là, tac. Et puis faire tout le camp de base, on fait notre manche debout pour le petit repas du soir, un banc, et puis le spot pour notre petit feu là, avec nos fagots. Et puis... Du coup Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on a fait ce type de couchage? Eh ben, vu l'heure qu'il est, là, il est 5h20, on a encore plein soleil, tu vois, ça chauffe. Et tout à l'heure, quand on commençait à faire un peu les plans, ça chauffait quand même bien dessus. Et voilà, pour assurer le coup, on a fait un bon abri pour s'abriter du vent et un petit peu du froid, mais la toiture de l'igloo complet, c'était pas safe. Donc, parce que le risque avec la chaleur, là, c'est que la voûte, si on fait un igloo complet, que la voûte, elle nous tombe dessus. Et là, si elle nous tombe dessus quand on dort ou autre, on est coffré. C'est moyen, ouais, coffré sous l'igloo. Et donc, si tout le monde est dessous, c'est fini, on peut pas sortir. Donc, voilà, on assure pour pas se prendre le toit de l'igloo sur la tête. Ça me va bien, je pense que c'est pas mal. Voilà, on s'est fait un bel abri pour coucher, être quand même On va être bien protégé là, quand même. du vent et tout. Puis là, avec les bons tapis de sol, on est bien isolé du sol, Ouais. avec un bon duvet. Là, l'idée, c'est de s'isoler au maximum du sol, parce que le froid il va venir de là. Puis un bon duvet, et puis ça fait quoi. Impeccable. Mais du coup, comment tu fais la différence entre un chamois et un bouquetin? Alors après, sur Comment le tu peux terrain, savoir? quand on les observe, ça va vraiment être au niveau des cornes qu'il y aura une grosse différence entre le chamois et le bouquetin. Le chamois, il a une corne en forme de crochet, comme Capitaine Crochet, vraiment un crochet très marqué. Et le bouquetin, alors si c'est un mâle, il a des cornes qui font 1 mètre, un gros mètre, vraiment énorme. Et si c'est une femelle, c'est des petites cornes, mais un diamètre plus gros et qui n'est pas du tout en crochet. Bah, d'habitude, quand je vais en rando, je vois beaucoup de bouquetins et de assez proches en vrai. Ils sont craintifs, hein, mais ça va. Mais les chamois, j'en ai vraiment presque jamais vu. Et la grosse différence entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, le bouquetin il est protégé, du coup il n'est pas chassé, alors que le chamois il est chassé, encore aujourd'hui. Il y a vraiment une distance de fuite qui est beaucoup plus grande, parce que pour lui on est encore une menace. C'est là où la longue vue elle devient vraiment intéressante, parce qu'un chamois tu peux pas voir de près quoi. 1, 2, 3, 4, 5 chamois. Ils sont là. Allez, chin, Chin. Donc moi je dirais entre les 3 moments, le meilleur c'était la fin. C'était incroyable. Avec Ça va. une petite saucisse. Le meilleur moment, c'était quand on était près du feu, tous ensemble. C'est le moment où on a mis tout le bois sur mon sac là. J'ai senti les 5 kilos en plus. Là c'était chaud là.
Mais un bon entraînement. Ouais, j'ai vraiment mal passé la nuit. J'ai attendu juste. Et, ouais, c'était vraiment pas ouf. Après, faut se reposer un peu. Du coup, vous avez pu regarder de la même manière les traces dans la montagne. Ouais. Maintenant, on va s'arrêter et prendre le temps de savoir ce que c'est. Trop bien.